tous quasiment tous, ou vous êtes tous au même endroit, donc pas connectés à main levée, qui a déjà entendu parler de Defacto, avec une main levée si vous connaissez, 1, 2, OK. 3, OK, parfait. Bon, bah, on va refaire un glacier alors un peu général. Désolé pour les quelques-uns et une qui ont déjà entendu parler de nous, mais et ensuite, comme le disait Alexandre, avec plaisir pour répondre à vos questions un petit peu plus précises ou sur des points que je n'aurais pas encore évoqués. Hop. Alors, je vous partage mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien s'afficher. Ouais, super. Ouais, trop bien. Hop. Donc, en gros, de facto, je reviendrai sur l'histoire, ou en tout cas la genèse, mais en gros, le postulat fort sur lequel on est parti il y a 2 ans et demi, c'était que aujourd'hui, les problèmes de délai de paiement, clients ou fournisseurs des PME, c'est même la raison majeure pour laquelle ces entreprises-là mettent la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, il y avait un, un document dans France Info fin septembre 2023 qui disait que grosso modo, il y avait une entreprise qui fermait ses portes toutes les 30 minutes à cause de ces délais de paiement, donc l'attente de réception d'un paiement client ou alors la nécessité d'engager énormément de frais fournisseurs en amont d'une facturation future. Et donc tout ça, on trouvait que ça mettait énormément en avant la proposition de valeur cœur de Defacto, qui était de se dire qu'aujourd'hui, on devait être capable de faire du financement de BFR de manière instantanée. Qu'aujourd'hui, de facto, ce positionnement est vraiment sur on y reviendra plus tard, mais sur ce financement court terme des entreprises, en parallèle et en complément de financeurs traditionnels qui vont, eux, plutôt se focaliser sur le financement moyen, long terme des investissements, de la R&D, de la croissance des entreprises, et qui ont vocation à le garder, mais qui n'ont pas ce prisme de l'instantanéité et de la flexibilité pour le financement du court terme. Et donc, à partir de là, on s'est dit, OK, bah, qu'est-ce qu'on veut faire chez Defacto et qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise finance son court terme? C'est de transformer un processus qui est aujourd'hui long et coûteux, aussi bien pour les entreprises que pour les financeurs, de création de dossiers, analyse des dossiers, émission des fonds, etc., à un process qui doit être capable d'être traité de manière complètement automatique et en temps réel. L'idée de Defacto, c'est vraiment ça, c'est être le financeur court terme des PME françaises et autres, mais en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des françaises, complètement instantanées et en temps réel. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, soit on les fait tout à la fin, mais si vous en avez au milieu, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur l'histoire de Defacto. Donc, l'incorporation de l'entreprise a été faite il y a à peu près 2 ans et demi, en mai 2021. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le go live. Donc, nous, on est live depuis 2 ans, à peine plus de 2 ans, où donc on a effectué nos premiers prêts et on a sorti le produit sur le marché. Depuis, on a fait une levée en série A de 15 millions d'euros qui a été rallongée et annoncée au mois de novembre. Et surtout, ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est qu'on a ouvert 2 véhicules de dette pour pouvoir financer nos clients. Un premier avec Viola Crédit et un second avec Citibank, qui est en fait toute l'énergie qu'on déploie auprès de nos clients viennent donc de ces 2 gros fonds de dette de 40 et de 167 millions d'euros qui nous permettent de financer la croissance de nos clients. Et rapidement, je reviens sur la slide du début qui était de se dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire du financement de BFR en temps réel. Et tout ça, ça nécessite 3 piliers pour nous permettre d'avoir cette instantanéité. La première, c'est l'intégralité de nos gestions de portefeuille est réalisée automatiquement, donc tout ce qui va être gestion, émission des prêts, réconciliation, vente des prêts à nos véhicules d'investissement, etc. Le deuxième, c'est l'analyse de solvabilité. On y reviendra évidemment plus en profondeur, mais la récupération des données grâce aux connexions Odoo ou aux interfaces bancaires nous permet en une poignée de secondes, 27 aujourd'hui en moyenne, de répondre à un client en lui donnant son éligibilité. Est-ce que cette personne et sa structure sont éligibles à l'offre de facto et si oui, à quel montant? Et ensuite, de distribuer ces financements de manière, encore une fois, complètement intégrée, donc soit par API, parce que notre client a décidé, par exemple, d'intégrer sa demande de prêt à son interface Odoo,
soit depuis notre dashboard, soit depuis d'autres outils fintech dans lesquels on est intégré de manière native. Typiquement, aujourd'hui, dans Libéo, dans Pennylane ou autre, on a en capacité de faire de la demande de prêt complètement embarquée. Et c'est ces trois grands piliers qui nous permettent d'avoir ce financement complètement en temps réel. Et donc aujourd'hui, grâce à tout ça, on a déployé à peu près 350 millions d'euros dans nos 2 premières années d'exercice. Et l'idée, c'est de continuer à accélérer sur ce point-là. Mais aujourd'hui, nous, on accompagne à peu près 8000 PME, majoritairement en France. On a quelques emprunteurs en Espagne, en Allemagne, en Hollande et en Belgique. Mais notre marché cœur est évidemment la France, avec 4 grands secteurs, 4 grands secteurs surreprésentés parmi notre base d'emprunteurs. Le premier, ça va être tous les retailers, donc e-commerce ou commerce. J'y inclus les restaurants, mais qui ont des enjeux d'achat de stock. Toutes les agences, en tout cas les entreprises qui fonctionnent sur des bases de projets, où il y a un écart entre ma facturation et l'encaissement de la facturation, mais aussi le besoin de financer les projets pour lesquels mes clients vont me payer. Et donc là, ça crée un ciseau de trésorerie. Et le troisième, c'est des industries, où donc là, on est plutôt sur une logique d'achat de matières premières en amont d'une transformation, pour ensuite une revente, évidemment. Et ces 8000 PME, aujourd'hui, on les accompagne sur 3 cas d'usage principaux qui sont assez évidemment évidents. Le premier, c'est l'absorption des délais de paiement clients ou alors de réception des subventions. Donc typiquement, je parlais des agences tout à l'heure, mais c'est typiquement le genre d'acteurs qui ont, entre le moment où la signature du contrat est réalisée, il y a le début d'un projet, ensuite l'émission d'une facture qui est elle-même sujet à 30 ou 45 jours de délai de paiement. Donc là, typiquement, comment est-ce qu'on vient permettre à cette entreprise d'encaisser aujourd'hui le montant de la facture qu'elle vient émettre? Le deuxième cas d'usage, c'est Excuse-moi, Mathieu, est-ce que c'est pour toi, c'est de la facturage ou ça alors, repose sur ton ouais, scorecard? c'est une très bonne question. Donc nous, aujourd'hui, la façon dont on va fonctionner, à la différence de la facturage, c'est qu'on vient pas racheter l'intégralité du poste client. On vient même pas racheter la facture qu'on finance. On vient uniquement sur la présentation de cette facture débloquer les fonds que Est-ce que l'emprunteur nous demande. est-ce que du coup, tu fais une analyse des clients finaux ou Non, non, notre analyse, elle se base sur notre emprunteur, sa capacité à générer du chiffre d'affaires pour être en capacité de nous rembourser à la date qu'il aura prédéfinie. OK. D'accord. La seule analyse sur sa contrepartie, c'est de vérifier qu'elle existe. Parce que c'est plus une logique d'antifraude qu'une logique d'analyse de solvabilité. Ouais, OK. Le deuxième cas, ça va être la même logique, mais de financement de stock. Où donc là, je reprends l'exemple des restaurateurs ou des commerçants slash e-commerçants qui ont besoin de stocker au mois de février pour leur période forte, qui arrive par exemple à partir du mois de mai. Ça évidemment entraîne un creux de BFR, et là, on va être en capacité de venir finalement financer le montant de cet achat de stock contre un remboursement 1 à 120 jours plus tard, selon le besoin de notre emprunteur. Et là Et dans la Ouais, et là aussi, est-ce que c'est une surprésentation de facture? absolument, tout est sur présentation de facture. Et la troisième typologie, alors c'est la même typologie de facture, mais c'est un autre cas d'usage qu'on voit chez nos clients, c'est qu'à la place de financer leur stock, ils financent leurs prestataires. Donc là, que ce soit des agences externes qui vont travailler pour elles par la refonte d'un site, par exemple, ou alors une agence qui elle-même est une agence événementielle et qui organise pour son client dans le luxe un événement. Elle va avoir une multitude de petits prestataires qui, eux, doivent être payés en amont de la réalisation de cet événement. Et donc là, on vient financer cette transaction-là. Donc l'idée, c'est vraiment, pour répondre à tes différentes questions et pour refaire un petit peu le cycle de vie, c'est qu'il va y avoir une analyse de solvabilité qui est réalisée par la connexion de Odoo ou des informations financières, d'autres outils que l'entreprise pourrait avoir. Dans une trentaine de secondes, on va dire à l'entreprise: vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible. Si elle est éligible, on va lui dire: vous êtes éligible à un montant de capacité de financement revolving de 50 000 euros, par exemple. Et ensuite, l'entreprise pourra venir débloquer dans la limite maximale de ces 50 000 euros en déposant une créance ou une facture. Et à chaque dépôt,
l'emprunteur va dire, OK, bah, par exemple, cette facture de 10 000 euros, je voudrais en financer peut-être que 8 000 euros du 8 janvier au 8 février. Nous, le 8 janvier, on fera partir les 8 000 euros vers le compte qui nous a indiqué. Et le 8 février, on fera un prélèvement de remboursement sur son compte qui viendra solder le financement OK. et remettre à jour sa capacité. Et là-dedans, tout à l'heure, tu prenais les exemples des agences, Mmh. qui, par exemple, les salariés ont plutôt l'habitude d'être payés à la fin de mois, alors que les clients ont la fâcheuse tendance plutôt à 90 jours, on va dire. Comment est-ce que tu t'as dit que c'était représentatif dans ton portefeuille de clients? Là, finalement, ce BFR-là, dû au décalage, des salaires, est-ce que c'est supporté par de facto ou pas? Eh ben, c'est une très bonne question et c'est un peu un paradoxe qu'on a, mais aujourd'hui, on va faire de la facture fournisseur. Donc, en fait, on va avoir des cas de figure où, en fait, indirectement, c'est le cas, parce qu'en fait, l'agence va travailler avec des freelances dans le cadre de la mission. Et donc, dans ce cas-là, la mission de ce prestataire va être susceptible. Mais aujourd'hui, une fiche de salaire, c'est pas un document qu'on va financer chez Defacto. OK. OK, très clair. Et sur les factures comme ça peut être par une campagne marketing ou ces factures Facebook, ça rentre dans les choses qui peuvent être financées. Absolument. Absolument. Ah oui, donc c'est quand même plus large, que le prestataire, sous-traitant, Oui, oui, comprend. c'est pas forcément un prestataire humain ou en tout cas personne physique. Ouais, d'accord. Il OK. y a il y a une étude à terme parce que j'avais noté la dette sociale, effectivement, vous ne la financez pas. C'est-à-dire, si plutôt que de prendre un salarié, effectivement, que je vais payer cash, là, pour le coup, je n'ai pas le délai de paiement de ma boîte d'intérim, par exemple. Je vais préférer donc prendre un intérimaire plutôt qu'embaucher. Non, j'exagère, hein, mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ne financerait pas effectivement ça met une grosse pression évidemment d'embaucher dans la trésorerie. Ouais. Surtout les 6 premiers mois du commercial, faut qu'il soit formé, on ne finance pas. Non, alors ça pour le coup, c'est plutôt une raison j'allais dire alors c'est pas de la conformité, mais c'est du risque chez nous, qui est de se dire qu'aujourd'hui, on voudrait financer quelque chose qui est adossé à une transaction effective, plutôt qu'à du salaire qui est pour nous plutôt un frais de fonctionnement, comme un loyer finalement. On pourrait se dire que mon loyer ou EDF, c'est un fournisseur comme un autre, mais aujourd'hui, c'est des typologies de factures qu'on a décidé de ne pas financer pour des raisons internes de gestion de nos risques. Et juste, pour revenir, par exemple, tu sais, sur, le financement du stock, par exemple, si je prends Ouais. ça, donc, le client se branche, via Odoo, enfin via, ton interface, ton Ouais. site internet, et il connecte son Odoo. Il récupère en fait, enfin, tu lui envoies l'information dans lequel, tu lui ouvres une ligne de crédit, fictive, et après lui, il dépose en fait ses factures sur ton interface en disant: «Voilà, je veux, financer tel montant, dans la mesure où ça dépasse pas, ton plafond». C'est ça. C'est comme ça que ça se passe? C'est exactement ça. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce que tu dis est absolument exact. Il y a une option qui est possible, c'est que c'est le cas dans Odoo, mais c'est le cas dans d'autres ERP dans lesquels on se branche, c'est qu'il est aussi le client peut être en capacité d'intégrer la demande de financement dans son interface Odoo pour qu'il ait son listing de factures clients, par exemple, et à côté un petit bouton qui lui permette automatiquement de déclencher des financements depuis Odoo. C'est la même idée, mais en tout cas, il y a soit le passage par l'interface de facto, soit c'est possible de le faire directement dans Odoo. Attends, ça, ce que tu es en train de dire, c'est possible dans Ça, Odoo? c'est un dev, ouais, c'est un dev spécifique à faire auprès d'un intégrateur, mais c'est possible. OK, OK. Ouais, Voilà. ça ouais, c'était nouveau, ouais, effectivement. OK, intéressant. Ouais. J'avais préparé, je les passe rapidement et peut-être que ça peut imager le. Pardon. Excuse-moi, il y a encore une question? J'ai juste une question là-dessus. Enfin, est-ce que tu vas me montrer l'interface ou pas après? Non, Parce ne que j'avais pas prévu. c'est en voyant l'interface qu'il y a plein de choses que j'ai compris, que j'avais pas compris avant. Mais quand tu déclenches un paiement, c'est le fournisseur qui reçoit le paiement directement ou où tu reçois le paiement et tu. Eh ben, c'est complètement à la demande de notre emprunteur. Donc, sur la logique de l'encaissement accéléré d'une créance client, bon, mécaniquement, ça va être sur le compte de notre emprunteur, parce que sinon, ça n'a pas forcément de sens. Sur la partie fournisseur, l'emprunteur va avoir le choix. Soit on va pouvoir gérer le paiement en son nom
auprès de son fournisseur pour lui éviter un rebond du virement, ou alors on va être capable de le virer sur son propre compte en banque à notre emprunteur qui va ensuite, lui, l'utiliser pour payer son fournisseur. Donc les deux sont possibles. Ok. La question, Alexandre, c'était parce que jusque-là, on peut faire l'intégration pour l'analyse de solvabilité. Ouais. C'était ce que faisait l'interface Odoo de facto, parce que effectivement, s'il y a une connexion entre les deux, j'avais pensé que c'était effectivement pour faciliter le dépôt des factures. Alors, en tout cas, il n'y avait pas d'analyse de solvabilité pour moi. Enfin, ou peut-être que je me suis mal exprimé. Il fait une analyse de solvabilité du client. Ah oui, ouais, de l'emprunteur, tout à fait. Ouais, excuse-moi. Et après, je ne savais pas qu'il y avait une connexion, l'option dont tu vas me parler, là, du développement. Ouais, ça serait de faire gagner du temps, d'envoyer directement depuis ta facture Odoo en disant celle-là, je veux la payer via de facto. En tout cas, je demande à de facto de nous financer celle-là à charge après de me virer de l'argent ou de payer directement au fournisseur. On peut faire des paramètres vachement bien derrière. Ouais, la suite, c'est pas parce que je comptable. Ça, Mathieu, Du coup, c'est bon, je suis pas sûr d'avoir saisi la toute fin de votre discussion, mais il me semble qu'on est retombé sur nos pattes sur qu'est-ce qui est possible de faire l'analyse de solvabilité dans Odoo et ensuite la capacité de développer ad hoc la demande de prêt. ouais, c'est ça. On était surpris d'apprendre que tu pouvais, en fait, depuis Odoo, déclencher un paiement enfin, pas un paiement, mais en tout cas le financement Une demande de financement, ouais. Ouais, c'est une nouvelle possibilité de notre API. Donc là maintenant, encore une fois, modulo ce développement c'est quelques lignes de code, c'est pas très long, mais ouais, effectivement, tu as la capacité d'avoir l'intégralité de ton expérience dans Odoo. Mais du coup, tu l'as fait avec des intégrateurs. Tu l'as déjà fait avec des intégrateurs. Est-ce que tu as une liste de gens avec qui tu as déjà travaillé là-dessus? Sur Odoo, on l'a fait avec des intégrateurs. Alors, c'est exactement la même logique, mais on l'a fait sur NetSuite plutôt parce que les volumétries de facture le nécessitaient plus. Mais oui, je pourrais te sortir un ou deux noms d'intégrateurs avec lesquels on a discuté sur Odoo pour pouvoir pour intégrer la demande de prêt. Ok, super. Plus que je l'ai en tête. Et oui, bah, ce que je disais, c'est que je voulais juste imager les cas d'usage avec deux cas que j'ai anonymisés, mais qui peuvent peut-être imager l'usage de nos clients de de facto. Donc la première, le premier cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est une entreprise qui fait des fontaines à eau sécurisées qu'elle distribue dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Eux, aujourd'hui, ils avaient un enjeu qui est de se dire que une fois que la réception j'allais dire des cargaisons de fontaines sont arrivées et qu'elles sont installées dans les hôpitaux, là, elles ont leur banque qui a un contrat de leasing, donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est en amont. Aujourd'hui, ils cherchaient un moyen d'absorber ce délai de paiement entre la commande de la fontaine à eau et le début du contrat de leasing. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient un parc de fontaines qui augmentait de manière exponentielle et donc avec tout ça, les coûts de structure liés, typiquement la maintenance ou la manutention pour la mise en place de ces nouveaux contrats. Et donc là, il y avait un vrai enjeu à financer de manière flexible ces deux grands axes de BFR pour leur permettre de finalement soutenir ou en tout cas de garder la croissance de signature des contrats. Et donc cette entreprise, elle utilise de facto depuis un an et demi. Donc eux, c'était avant que le connecteur Odoo existe, mais grosso modo, en mai 2022, ils nous ont donné accès à Odoo pour qu'on réalise notre analyse de solvabilité. Le lendemain, on leur présentait leurs résultats de cette analyse avec une capacité de financement de 320 000 euros, ce qui leur a permis, grosso modo, un petit mois plus tard, de déclencher leur premier prêt. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de prêts déclenchés sur la plateforme pour un peu plus de 2 millions d'euros financés pour pouvoir, encore une fois, absorber ces délais soit de mise en production des fontaines, soit de règlement des prestataires lors de l'installation des fontaines à eau chez leurs clients. Encore une fois, là, l'idée, c'était de vraiment leur permettre de soutenir la croissance de signature des contrats.
Le deuxième cas d'usage, un petit peu similaire, mais plutôt sur l'autre sens, c'était de se dire que c'est un exemple des agences. Alexandre t'en parlait au début. Donc le deuxième exemple, c'est une agence assez jeune qui a été fondée en 2009, qui fait des campagnes digitales et dans l'audiovisuel et particulièrement avec des grands comptes étatiques ou associatifs. Eux, ils avaient deux enjeux. Il était qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas avant ça, leur factor rachetait l'intégralité de leur poste client et donc devenait maître de leur relation client. C'était le facteur qui relançait le client pour demander les paiements, la récupération des fonds était réalisée par le facteur qui ensuite la distribuait à notre client a posteriori, etc., etc. Et ça, c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient garder la main dans leur relation, sur leur relation client. Et le deuxième, c'était qu'ils avaient eux aussi une croissance, mais leur croissance était parfois limitée, particulièrement lorsqu'ils avaient des appels d'offres avec des très gros clients, particulièrement semi-étatiques, qui refusaient de payer des acomptes, qui leur empêchaient de signer ces contrats. Et donc, l'idée de De facto, c'était de pouvoir avoir une alternative au facteur qui soit complètement invisible pour leurs clients, et deux, une alternative plus flexible qui leur permette, j'allais dire de manière complètement instantanée, de venir déclencher une demande de financement pour pouvoir accepter de ces nouveaux gros clients qui ne souhaitaient pas payer d'acompte. Et donc aujourd'hui, donc eux, pareil, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on les accompagne. Ils ont financé un peu moins de 300 000 euros sur la plateforme, avec encore une fois à peu près 48 heures entre la prise de contact et la réception des premiers demandes de financement acceptées de notre côté pour voilà, encore une fois, cette notion de flexibilité et d'agilité, de rapidité dans leur déploiement du financement de BFR. Il y en a beaucoup des gens qui font de la facturage et qui sont contents justement de pouvoir gérer la relation client parce que souvent, tu sais, quand tu fais de la facturage, bah, c'est justement pour pas avoir à relancer, pas avoir à gérer en fait les contentieux clients. Ouais. Et toi, finalement, là, dans ton exemple, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Est-ce que ça arrive? Alors nous, on a un biais de sélection, c'est-à-dire que les gens qui viennent, ils viennent spécifiquement parce qu'ils veulent, ou en tout cas parce qu'ils n'ont pas envie que quelqu'un d'autre gère leur relation. Donc en fait, oui, nous, c'est très très souvent le cas. Et en règle générale, notre relation avec la facturage, il est de deux types. Le premier, c'est celui que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que je veux absolument pas qu'un facteur contacte mes clients, qui est aujourd'hui pour moi ma PME la chose la plus importante. Donc je veux garder la main et la traçabilité sur tous les contacts qu'il y a avec mes clients. Et le deuxième cas d'usage, c'est que j'ai un factor et il est top. Il gère très très bien 80% de mes clients qui sont des gros et c'est top. Mais par contre, soit j'ai un nouveau client et donc j'ai un énorme délai entre le moment où j'entre ce client et où j'arrive à avoir la mise à jour de ma ligne de factor ou qui l'est accepté par mon factor. Ou alors, typiquement, j'ai une long tail de clients que mon factor ne veut pas financer et où donc là, on vient financer ce 20%, ce reliquat restant. Et où donc là, on vient collaborer avec le facteur sur le financement du poste client de notre emprunteur. Ouais, alors si le facteur ne veut pas financer, c'est quand même pas bon signe pour toi. Ben, pas tellement, parce qu'en fait, moi, dans le pire des cas, il recevra l'argent de son facteur sur ses autres clients qu'on viendra débiter. Donc, j'ai pas une relation un pour un entre le paiement de la facture que je finance et Ouais. donc en fait, nous, l'analyse de solvabilité, elle se met en amont de la facture et ensuite on vient juste vérifier que la facture, elle contient les informations légales et qu'elle est faite pour une contrepartie qui existe, parce que là, c'est plus de la fraude qu'autre chose. Mais nous, techniquement, on n'a pas une relation avec la contrepartie. À partir du moment où notre emprunteur, notre algorithme détecte qu'il est en capacité, dans 60 ou 90 jours, de sortir à cette cash pour nous rembourser, chez nous, c'est une logique d'éligibilité. Et le délai moyen de remboursement, c'est pareil, c'est l'emprunteur qui fixe les délais? Comment ça se passe? Ouais, à chaque demande, c'est lui qui va fixer le délai entre 1 et 120 jours plus tard. Et en moyenne, c'est une soixantaine de jours, 55 jours à date. Et ça peut pas être remboursé en plusieurs mois, c'est forcément en une fois. Donc le taux d'intérêt, il est calculé par rapport à votre analyse de solvabilité, j'imagine. Non, Et alors, il est actualisé en fonction de la progression des résultats de la société et à quelle fréquence. alors nous, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir un taux d'intérêt qui est fixe pour l'intégralité de nos emprunteurs. Donc, notre taux d'intérêt, il est de 0,05% du montant emprunté par jour effectif de l'emprunt. Donc, en gros, le taux d'intérêt, c'est 1,5% du montant emprunté sur un délai de paiement de 30 jours.
La raison pour laquelle on le donne au jour, c'est qu'il est complètement flexible. Si tu me dis que tu vas emprunter sur 60 jours, on te dira ah ben, ton taux d'intérêt dans 60 jours, il sera de 3%. Tu nous rembourses au bout de 45 jours. Le taux d'intérêt réel, il sera de 2,2%. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, garder cette flexibilité. La façon dont on gère notre risque, c'est pas en augmentant ou en baissant notre taux d'intérêt, c'est en augmentant ou en diminuant le montant empruntable pour notre emprunteur. Et donc ça, on vient le recalculer à chaque remboursement. Donc on vient le calculer évidemment une fois au début, et ensuite à chaque remboursement de financement, on vient le recalculer sur la base des nouvelles informations auxquelles on a accès via la connexion Odoo. L'analyse de solvabilité, quand je plug mon Odoo sur la plateforme, vous accédez à quoi et comment se fait l'analyse? Parce que c'est en cours d'année. J'ai peut-être pas assez, si j'ai pas la gestion de stock, j'ai pas mes stocks, j'ai pas d'abonnement, j'ai des grosses charges qui sont tombées le mois dernier, etc. Ça va, comment vous faites? C'est sur les comptes clos uniquement? Alors non, on vient récupérer toutes les données de transaction et de facturation de manière complètement brute. Donc on vient récupérer toutes les transactions bancaires, toutes les factures entrantes, sortantes, avec leurs informations de contrepartie, de statut, etc., etc. De tout ça, on vient ensuite recalculer des indicateurs, rien de sorcier, hein, mais mon DSO, mon DPO, mes revenus moyens, mes revenus lissés, mon taux d'endettement, etc., etc. Et avec tout ça, on vient proposer un ratio plus ou moins élevé du montant de revenus moyens mensuels. Et c'est ça le premier montant, les 10 000, 20 000, 50 000 euros qu'on vient proposer initialement à notre emprunteur. D'accord. C'est une analyse sur les transactions, pas sur le patrimoine. Ouais. Non, non, non. Pour l'instant, uniquement transactionnel. Pour Ça autant, n'interdit pas. ouais, excuse-moi, mais pour autant, tu parles des emprunts. Comment tu fais pour analyser Ouais. les emprunts externes? En gros, nous, on a notre algorithme, il a de la détection de caractères, et dans les listes de transactions, on est capable de remonter des informations. Donc, typiquement, une transaction qui viendrait dire remboursement ou RMBT, etc., on vient la déduire, ou en tout cas la surligner comme étant un revenu ou une dépense exceptionnelle qui n'est pas du revenu ou une dépense opérationnelle. Et donc, comme ça, on arrive à détecter, OK, ben, au mois de janvier, tu fais 10 000 euros, mais en fait, il y a 5 000 euros, c'est marqué emprunt BPI. En fait, on est capable de jauger le montant de tes revenus qui sont du faux revenu, en tout cas, entre guillemets, en tout cas, qu'on vient prendre avec des pincettes, je dirais. Ok. D'accord. Ça, c'est pareil, ça fait partie de notre algorithme qui va venir aussi définir quand on récupère l'intégralité des transactions, si on se rend compte qu'il y a par exemple 5 ou 10% des transactions bancaires qui sont rejetées pour des raisons par exemple de montant, ou alors qu'il y a eu des échecs de prélèvement, ce genre de choses, c'est des informations que notre algorithme remonte et qui nous met des petits flags de solvabilité un petit peu compliqués sur ces secteurs-là. Ok. Voilà. J'ai fini la présentation, donc n'hésitez pas si vous avez plein de questions. J'ai une dernière question. Le présenter ça où? Dans le bilan, donc en net, pour le coup? Ou parce que je solde pas la facture, on est d'accord? Quand je vous demande de tirer un peu de réseau, c'est la dette. Oui. C'est du quasi-fonds propre d'un point de vue de dette. Oui, c'est comme ça, cette journée. Je paye la facture en face, Je pense que oui, tu payes d'abord tu payes tes soldes ton fournisseur, et après tu dois de l'argent à tes factos. Parce qu'il oui, En règle générale, pardon, la comptabilisation, pardon, en règle générale, la façon dont ça marche, c'est que le prêt en tant que tel, il est enregistré au passif en compte 1675 comme prêt participatif. Aujourd'hui, on était sur cette exemption-là du monopole bancaire. Et ensuite, on fait une facturation à part mensuelle des taux d'intérêt qui là ensuite se comptabilise comme un intérêt classique.
Ah ouais, d'où le fait que tu nous parles de quasi-fonds propres, parce que moi, au Ouais. début, j'ai trouvé ça explicatif, mais OK, je comprends mieux. Du coup, c'est quand même en plus, c'est plus intéressant pour les banques parce que tu sais que les ratios, c'est plus intéressant pour elles que ça soit enregistré dans ce compte-là, quoi. Oui. Ouais, alors ça dépend les banques et ça dépend les banques et les analyses. Il y en a certaines qui l'enlèvent ou qui la mettent un peu à part ou qui la pondèrent un petit peu moins du taux d'endettement classique, mais on a vu un peu tous les usages là-dessus. Donc, Ah ouais? OK. ouais, C'est le même cas, par exemple, sur des prêts BPI, tu sais, avec des exact. conditions de remboursement et cetera. Ouais, d'autant plus que là, on a accompagné un client là qui cherchait à se faire financer en BFR. Bon, clairement, les banques, traditionnelles, sont très, très, très frileuses, quoi. Pour pas dire, enfin, faut avoir une grosse, grosse relation de confiance pour aujourd'hui être, prêté. Par contre, les taux, enfin, les durées forcément, de remboursement sont beaucoup plus importantes et les taux, au regard de ce que fait de facto, moins importants. Mais encore faut-il pouvoir, être éligible au prêt, quoi. C'est ça. Mais est-ce que c'est pour toi, est-ce que tes clients, ils empruntent sur des factos, ils empruntent aussi dans des banques, tradi, du coup? Ouais, Oui, oui, ils oui. font Sur des usages différents et sur des utilisations différentes. En règle générale, ce qu'on voit, bon, je mets même de côté le découvert, le contrat de découvert qu'on a évidemment dans énormément de PME qu'on accompagne. Particulièrement, j'évoquais PME un peu industrielles, etc., ou de commerçants e-commerçants, parce qu'en règle générale, là, ce qu'on voit, c'est qu'une immense majorité sont déjà équipés de ce type de financement. Donc ça, c'est complètement le cas. Mais très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un ou deux prêts, la banque principale plus BPI ou deux banques sur du moyen terme, 3-5 ans. Et puis ensuite, de facto, c'est vraiment comment on appelle ça? Comment je pourrais dire? Le petit coup de financement très flexible, très ponctuel sur un besoin très temporaire. Et donc, du coup, je garde mon emprunt bancaire moyen terme sur toute la partie plutôt, je vais dire, structurelle du financement de mon entreprise. On parlait tout à l'heure des salaires, la croissance, les recrutements ou ce genre de choses, quoi. Là, il y a vraiment Et par contre, tout ce qui va être délai de paiement, c'est de facto qui vient comme ça. On est capable d'emprunter sur n'importe quoi, mais 23 jours, 47 jours et d'être hyper lean sur le taux d'intérêt et sur l'usage de la trésorerie. ouais, C'est un peu ça le cas qu'on voit régulièrement. Pour éviter le découvert, quoi. Ça semble Ouais. vraiment. ouais. Soit pour éviter le découvert, soit pour encore plus optimiser l'usage de son découvert autorisé. Et du coup, je relance le sujet. Heu, c'est un peu, dada là, c'est de se dire que dans quelle mesure en fait, donc les clients, WeDo Accounting qui sont demain les clients de Facto, sont mieux notés parce qu'en fait, comment ça se passe ta relation, on va dire, commerciale avec, tes clients dans le sens où, on a compris qu'ils étaient mieux notés s'ils remboursaient plus vite, leurs prêts, OK. Mhm. Dans quelle mesure, en fait, ils peuvent venir défendre leur dossier auprès de toi, un peu comme une banque traditionnelle en disant, bah, Ouais. ton algorithme, c'est sympa, mais en fait, il prend pas en compte ça, qui fait que tu as capacité de te rembourser. Ouais. Bon, déjà, il y a plein de trucs dans ce que tu évoques, Alexandre, qui est comment est-ce que le passage par WeDo m'aide à avoir une meilleure note, quoi, grosso modo. Déjà, le premier truc qu'on voit, c'est que la capacité de financement moyenne des entreprises qui viennent et qui connectent pas d'outils, alors je l'appellerais comptable, mais bon, voilà, mais dans la grande masse des outils qui sont plus complets que juste mon open banking, grosso modo, la capacité de financement moyenne, elle fait x2 ou x3. Donc déjà, le fait d'utiliser un outil comme Odoo et le fait de le connecter pour l'analyse de solvabilité, il y a déjà un énorme gap sur l'analyse et sur le résultat de cette analyse-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en règle générale, donc nous, on est capable de traquer les partenariats via lesquels viennent nos clients. Et ce qu'on voit, c'est que quand ils sont accompagnés et qu'ils ont notre tag d'accompagnement par j'allais dire des professionnels de la finance, la compta, etc., il y a encore une fois là
50% de plus parce que ces outils, ils sont non seulement utilisés, mais ils sont optimisés. Ils sont tenus, ils sont à jour, etc., etc. Et il y a donc déjà rien que ça, il y a une très forte amélioration de l'analyse. Ensuite, sur la partie pure de défense de dossier, on a 2 trucs. Nous, on a le chat et on est en train de taffer sur la mise à jour de sur la nouvelle version de notre app sur lequel on pourra venir, j'allais dire, proactivement faire des demandes d'augmentation en venant soumettre des pièces. Donc là, on dit, OK, ben là, j'ai 50 000 € de capacité de financement, mais je considère, au vu de tel contrat et telle liasse fiscale, que je devrais pouvoir avoir plus. Ça tombera directement chez nous et dans notre équipe risque pour qu'il y ait une repasse de cette analyse. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est qu'en règle générale, ensuite, j'ai des points de contact assez réguliers avec mes partenaires sur lesquels on fait des repasses de dossiers ou alors ils viennent proactivement me dire, je viens d'onboarder tel client, on comprend pas la réalisation le résultat de l'analyse, est-ce que tu peux regarder, etc., etc. Et donc là, on fait de manière ad hoc des comités crédit chez nous qui, en gros, sous 72 heures, augmentent ou non la capacité de financement basée sur les nouveaux éléments qui sont transmis par l'emprunteur. Ouais, donc tu as une repasse quand même humaine, comme dans des banques traditionnelles où ils ont un comité qui apprend ça tous les périodes constantes. OK. Complètement. Donc ça, c'est possible. La raison pour laquelle on fait c'est d'abord uniquement la partie automatique, c'est pour pouvoir, répondre à notre promesse de l'instantanéité, en tout cas du temps réel. Mais effectivement, c'est absolument possible de faire des repasses humaines. Et du coup, nous, pour parler un peu on a eu un client en fait qui l'a fait chez toi. Et du coup, c'est vrai que en fait, lui, il a été surpris, en fait, finalement, de la réactivité et le fait de se faire débloquer. Donc, typiquement, lui, c'est une croissance à 2 chiffres, avec des délais d'approvisionnement qui sont très, très importants, d'autant plus après le Covid, hein, parce que en fait, ils se sourcent en Asie, donc c'est très compliqué. Tu payes à la sortie de l'usine et puis tu te fais livrer. Maintenant, ça s'est régularisé, les livraisons, mais avant, c'était quand même assez long. Et du coup, c'est vrai que ça lui a donné, typiquement, lui, ça lui a donné une petite bouffée d'air sur un moment qui n'était pas très agréable à passer. Donc voilà, nous, on a fait le test en interne aussi, donc je confirme, vous avez votre note, vous avez votre ligne de crédit, voilà. Après, à vous de l'activer ou pas. Donc non, c'est très intéressant, franchement, de voir ça, et ça a fait écho, encore une fois, au fait que il y en a un client en BFR qui a voulu se faire financer. C'est faut être jeune, en bonne santé, il n'y a pas de check-up, etc. Voilà, c'est une bonne alternative, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le sujet? A priori, non, tout était clair. Peut-être la durée de l'engagement dans le contrat, on signe quoi quand on vient chez Defacto? T'as entendu, Mathieu? Non, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. La durée du contrat, on signe quoi chez Defacto? Rien. Vous signez un contrat cadre au moment de. Alors, on va vous présenter le résultat de l'éligibilité. Et là, il y a l'acceptation d'un contrat cadre. Le contrat cadre, il n'y a aucun coût, il n'y a aucun engagement. C'est juste, en gros, un mandat de prélèvement et l'accord d'utilisation des données à l'usage de notre analyse de solvabilité. Et ensuite, quand vous faites une demande de financement, il y a un contrat de prêt qui est signé, mais qui est uniquement lié à ce contrat. Donc, il n'y a aucun engagement, aucun minimum de financement ou ce genre de choses. OK, très clair. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon après-midi, et à très vite, j'espère. Ouais, Salut. à bientôt. Merci. Salut.